Comme dirait Sarah rafraîchi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ce vol Helios Airways 522 qui partira de l'Arcana à 9h04 heure locale et finira par... Le vol Helios Airways 522 est un vol reliant l'Arcana à Chypre, à Prague, en République tchèque. Une escapade par Athènes est prévue pour ce vol charter qui est assuré par un Boeing 737-300. À l'heure du crash, le Boeing 737 était un des avions les plus vendus au monde, ça l'est toujours maintenant, mais il s'est fait dépasser par l'A320 très récemment. Le vol est un vol charter, ce qui signifie cependant qu'il n'est pas synonyme d'entretien de mauvaise qualité pour les avions. Tout ne s'est pas passé vraiment comme prévu cependant avec ce 737 et pour une raison pas aussi évidente que ça. Lorsque l'avion décolle, tout se passe bien, un check-up complet comme d'habitude, puis décollage, les pilotes atteignent le niveau 340, soit 34 000 pieds, donc environ 10 000 mètres d'altitude, mais déjà là des premiers soucis se font ressentir. Généralement, quand un avion a des soucis, dès le décollage, c'est pas bon signe. Il est toutefois possible d'aller atterrir sur l'aéroport depuis lequel il a décollé précédemment, mais c'est pas le cas du vol Helios 522. De toute manière, dans tous les cas, ça n'aurait pas été possible au vu de l'erreur faite par les pilotes avant le décollage. Tout a bien été vérifié, enfin, presque tout. Parce que peut-être qu'un petit détail aurait échappé à l'attention des pilotes, mais lequel ? Après seulement 15 minutes de vol, les pilotes qui ont contacté l'assistance avec un technicien de la compagnie subissent une master alarme, généralement pour cause de surchauffe, mais surtout l'alarme de configuration de décollage. Si tout avait été vérifié correctement, l'alarme de configuration décollage ne se serait pas arrêtée et n'aurait même pas commencé à sonner. Si les masques sont descendus en cabine, les pilotes n'en avaient pas connaissance, et ensuite du coup c'est eux qui ont perdu connaissance et qui ont fini par s'évanouir du manque d'oxygène. En fait, l'avion a subi ce qui s'appelle une dépressurisation. L'air dans les avions, comme vous le savez, est sous pression. Vous le savez certainement, là vous avez de l'air à une telle pression quand vous êtes dans le ciel. Quand vous êtes au niveau du sol, vous avez la même pression à l'intérieur et à l'extérieur. Mais plus vous montez, vous gardez cette même pression à l'intérieur, sauf qu'à l'extérieur, la pression de l'air diminue très fortement. Ce qui fait que si vous êtes à 10 000 mètres d'altitude et que vous subissez une dépressurisation, eh ben vous aurez beaucoup de mal à respirer. Un petit peu comme quand vous essayez de monter une montagne, par exemple, type le mont Everest, voilà, qui monte très haut, genre 8 000 mètres d'altitude. Déjà, même le Mont Blanc, ça peut faire subir quelques petites difficultés respiratoires. Et donc c'est pourquoi quand les pilotes font une descente d'urgence, eh bien ils vont se mettre à 3000 mètres. 3000 mètres, c'est ce qui permet d'avoir une pression de l'air à peu près identique à ce qu'on a au niveau du sol. Évidemment, c'est pas complètement identique non plus, mais ça permet d'avoir une pression d'air respirable. Et plus un avion monte, plus il manque d'air. Donc bon, que ce soit les 4000 mètres à peu près du Mont Blanc, les un peu plus de 8000 mètres de l'Everest, ok, mais là, 11 000 mètres d'altitude, c'est complètement impossible de respirer correctement à bord d'un avion non pressurisé. Mais si l'avion avait subi une dépressurisation, ou alors, pire, une décompression explosive, comme on a pu le voir dans un précédent vol, que vous pourrez trouver juste ici, qu'est-ce qui s'est bien passé? En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque l'avion n'a jamais été pressurisé. Enfin, jamais dans ce vol-là, dans le reste de sa vie, il l'a été, parce que sinon il n'aurait pas fait de vol, tout simplement. Tout ce qu'on sait, c'est que la pressurisation, en fait, est restée sur manuel, et la pressurisation, en fait, avait servi juste avant pour faire des essais. Elle n'a pas été remise sur automatique comme elle aurait dû l'être. La pression était restée sur manuel et l'air sortait et entrait de l'avion automatiquement. Bon, elle a donc commencé à chuter, de mesure assez rapide, jusqu'à ce que l'avion prenne son altitude, puisqu'en fait elle reprenait la pression existante à l'extérieur. Avant d'atteindre son niveau d'altitude de croisière, le niveau 340, donc 34 000 pieds, l'avion était déjà avec une pression largement trop basse. L'alarme en fait s'est déclenchée vers à peu près 3700 mètres, mais une personne a toutefois essayé de récupérer l'avion et d'en prendre les commandes. Andreas Prodromou, un jeune steward de 25 ans, a utilisé une bouteille d'oxygène disponible pour s'alimenter en oxygène et rester éveillé. Mais sinon, tout le monde dormait dans l'avion, faute d'oxygène, et tout le monde était tombé dans les pommes. Andreas a donc lutté pour arriver jusqu'au cockpit, où sans doute il a dû prendre la place du pilote pour prendre les commandes de l'avion. Mais forcément, avec les mesures de sécurité légales, 2 chasseurs F-16 de l'armée grecque sont arrivés au niveau de l'avion, et donc l'un restait derrière l'avion, armé et prêt à en finir avec le 737 en cas de danger imminent, et l'autre s'est mis au niveau du cockpit de l'avion pour essayer de voir un petit peu ce qui pouvait se passer à l'intérieur. Malheureusement, aucun contact radio n'a pu être établi. Mais oui, Andreas, il n'a pas pu connecter l'avion sur la nouvelle fréquence radio du contrôle aérien. Malheureusement, les fréquences disponibles n'étaient pas connues du steward, qui n'a sans doute pas pensé à les rechercher, un petit peu trop préoccupé par la situation à bord. Les chasseurs ont vu le jeune steward piloter l'avion avec ses propres connaissances, mais à un moment, sans contact radio, ni aucun moyen d'être régulier par quiconque, l'avion tombe en panne de carburant. S'entame alors une descente longue mais rapide, dans laquelle l'avion finit par s'écraser sur le sol, et prendre feu sous le regard impuissant des chasseurs qui l'accompagnent. Andreas Stewart et sa femme hôtesse de l'air ont péri dans le crash, ainsi que l'ensemble des 115 passagers et des 6 membres d'équipage.
Bon alors attends, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? L'avion avait déjà des soucis d'étanchéité en fait au niveau de sa porte arrière qui avait subi des tests avec la pressurisation en mode manuel. Malheureusement, ne jamais l'avoir remise en automatique a conduit le vol Helios 722 à sa perte. C'est à cause d'une petite erreur comme ça que le vol Helios 522 est tombé et franchement c'est une erreur qui aurait pu largement être évitée. Alors juste pour info, la compagnie Helios Airways était une petite compagnie qui n'avait pas beaucoup d'avions, genre 3 ou 4 au moment du crash, ils en avaient que 4 et la compagnie a déposé le bilan en 2006. Comme d'habitude, toutes les données sont issues des rapports officiels, ce que vous pouvez trouver sur des différents sites qui expliquent le crash de cet avion, et des sites sérieux. Je vous rappelle encore une fois que je ne suis pas pilote, je ne suis pas commandant de bord, je suis juste un amateur d'aviation qui aime vous partager sa passion, et qui aime vous raconter quelques histoires de vol qui sont un petit peu passées de manière mouvementée, on va dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, chers passagers, vous pouvez détacher vos ceintures, et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.